Chers internautes, bonjour, bienvenue pour le 152e site rep sur la série en compagnie d'Aïssar Midani. Aïssar, bonjour. Bonjour Raphaël, bonjour les chers internautes, bonjour à tout le monde. Et puis 152e site rep, bienvenue à vous tous. Oui, c'est un rendez-vous habituel pour certains des internautes, d'ailleurs qu'on salue. Ceux qui commentent souvent sur YouTube se reconnaîtront notamment. Alors, sans transition, bah justement, puisqu'on parle de vidéo, euh, le long entretien de Bachar al-Assad avec Sky News arabique, qui a eu lieu récemment. Il a Mm. été question de beaucoup de sujets, et notamment de sécurité, de la sécurité de la Syrie et de la reconstruction, et de bien d'autres sujets. Donc, si on peut parler déjà de ces deux premiers sujets. Alors d'abord l'importance du moment où enfin du timing, je dirais, de cette interview. Effectivement, d'abord c'est la première fois qu'il y ait une rencontre d'un média arabe avec le président Assad depuis le sommet arabe auquel il a assisté Mhm. et qui a eu lieu à Jeddah, pour lequel il a été invité par le prince Mohammed Salman et avec la présence de l'ensemble des pays de la Ligue arabe. Donc, je rappelle qu'à ce moment-là, il avait un discours de 5 minutes qui était très percutant et concis, où il avait positionné les priorités en fait de la Syrie, les questions, les constantes nationales et importantes, notamment que c'est la question palestinienne qui est au centre d'intérêt et qui devrait l'être pour tous les pays arabes, la question palestinienne et puis le soutien des Palestiniens, mais aussi tous les territoires occupés par Israël. Mhm. Ça, c'est un premier point. Et que le deuxième point, que les pays arabes ont beaucoup de choses en commun et sont très forts et qu'ils devraient pouvoir multiplier leurs relations en complémentarité de manière à agir dans le monde nouveau Mhm. et que la Syrie s'emploie à cela. Mhm. Alors, je vais Euh, citer tous les points dont il a la été Syrie question. soutient, Je vais citer tous les voilà. points dont il a été question, pendant cet entretien fleuve qui a duré près d'une heure et demie, je crois. Donc il a été question de sécurité, de la reconstruction de la Syrie, euh, de la présence américaine sur le territoire syrien, de la présence de terroristes, du Captagon, de la loi César, en fait de l'embargo américain, des agressions israéliennes, des réfugiés, des retours des réfugiés, euh, des relations avec les pays arabes, des relations avec le Hamas, et effectivement, comme tu l'as parlé de la présence israélienne, c'est-à-dire notamment au Golan, c'est l'occupation du Golan, entre autres. Alors, de toute manière, effectivement, il a parlé d'abord effectivement de cette guerre. Les questions de l'intervieweur, en fait, c'était est-ce que cette guerre aurait pu être évitée et puis toutes ces destructions de la Syrie auraient pu être évitées. Sa réponse était vraiment très importante et très forte, hein. Dans la théorie, peut-être ça aurait pu éviter si on avait accepté tous les diktats en fait et toutes les demandes américaines. Mais dans ce cas-là, on aurait perdu notre souveraineté, on aurait perdu notre pays et on aurait perdu tout. Donc, en fait, la résistance nous a coûté moins cher que l'acceptation de tous ces dictats. Mhm. Ça, c'est quelque chose de très constant dans le discours du président Assad. Et tous ceux euh, euh, qui veulent mettre la responsabilité sur le fait que la guerre aurait pu être évitée si Assad était parti, etc.,
Bon, là, ça montre que la question, c'est pas la question de la présence de la personnalité ou de la personne d'Assad, mais c'est un point important où il y va de la souveraineté de la Syrie et de l'indépendance de sa décision politique. Mhm. D'ailleurs, l'intervieweur lui a posé la question, pourquoi vous n'êtes pas parti, tu vois? Et Mhm. il a dit, effectivement, dans sa réponse, il a dit, un responsable ne peut partir, non pas parce que les étrangers ou des forces étrangères veulent qu'il parte, hein, mais c'est lorsque la population demande effectivement sa démission. Mais posez-vous la question quand même, hein, avec tous ces pays qui nous font la guerre, et qui voulait effectivement que je parte, hein, comment un président aurait pu tenir s'il n'y avait pas un grand soutien de la population et qu'il n'y avait pas aussi une grande volonté de la population à résister à ces attaques extérieures et à ces dictats. Mhm. Donc, en fait, ce qui a aidé le peuple syrien et qui nous a aidés tous effectivement à résister, c'est cette conscience du peuple syrien de l'ampleur du combat qui leur incombe et de l'ampleur de cette agression et de ce plan qui était fait pour détruire la Syrie et en fait détruire ce pôle important de résistance de la région. Mhm. Donc là, il était clair, sans embâche et vraiment précis et surtout très transparent, je dirais, dans toutes ses réponses. Et ça, c'est très important. D'accord. Alors, on va parler Voilà. également de l'agression israélienne qui a eu lieu le 7 août dernier. Euh, donc une Non, mais israélienne. attends, Pardon? oui, Oui? effectivement, je voudrais quand même continuer à discuter de De cette l'entretien? interview. Bien sûr. Oui, bien sûr. Voilà, oui, oui. Parce que beaucoup de questions ont été Oui. évoquées et beaucoup de réponses ont été là données par le président Assad, Mhm. notamment sur la question, c'est la responsabilité. On parlait de la responsabilité de cette guerre et la responsabilité des destructions. Là-dessus, il a dit, ceux qui sont responsables de ces destructions, ce sont ceux qui ont coopéré avec les terroristes, hein, Mhm. et qui ont travaillé avec eux, et ceux qui ont travaillé effectivement avec les forces qui les soutiennent pour la destruction du pays. Il faut savoir quand même que notre pays a été attaqué par des dizaines de milliers de terroristes qui ont filtré à partir des pays voisins. La Turquie il y a une responsabilité importante, hein. Et donc, voilà, la Turquie et puis d'autres pays, nombreux pays, mais surtout la Turquie qui aujourd'hui continue à occuper une partie de nos terres, et chose qui est absolument inacceptable, comme l'occupation israélienne qui est aussi inacceptable. Les agressions israéliennes, elles continuent, mais à chaque fois que nous portons des coups aux terroristes, on voit que les Israéliens attaquent, hein, et ces attaques, elles vont continuer tant que nous, on assème des coups aux terroristes. Mhm. Donc, et là, il est important de voir quand même la responsabilité aussi des Nations Unies qui ne donnent pas, qui en fait jouent aux deux poids, deux mesures. Mhm. Euh, et la question, à la question concernant la relation avec les pays arabes et puis avec les autres pays arabes. Le président Assad a répondu que de toute façon, ces relations avec les pays et du fait, en fait, la question, c'était qu'on prenait deux choses. C'est que d'abord, on a vu que tous les pays arabes, après le séisme, ils se sont effectivement, il y avait un élan important pour coopérer avec la Syrie, élan qui a été freiné très vite, hein,
et on ne comprend pas pourquoi. Et là-dessus, comment vous l'expliquez? Là-dessus, il a répondu que de toute façon, les relations avec les pays arabes ont toujours été, depuis qu'il a commencé à avoir une conscience politique, donc depuis 40 ans pratiquement, ils ont toujours été très formalistes, formels, et que sur le fond, en fait, on a au niveau des pays arabes, on a toujours des discours très affectifs, je dirais, mais qui restent superficiels. On a eu du mal, en fait, tous les pays. Il y a aujourd'hui un début de conscience, mais qui est loin d'être institutionnalisé et loin d'être et les relations entre les pays arabes, elles sont loin d'être institutionnalisées dans une coopération étudiée, calme, etc. Nous espérons que ça va dans ce sens aujourd'hui, puisqu'il y a un début de prise de conscience, effectivement, des intérêts de tous les peuples, des pays arabes et de leurs peuples dans une coopération qui est bien étudiée. Quant aux relations avec la Turquie, là, j'ai dit effectivement, il avait parlé que la Turquie a été le pays qui a agressé, qui a aussi soutenu les terroristes et qui continue à les soutenir et qui continue d'ailleurs à les payer même dans le nord de la Syrie. Et ça, nous n'avons aucun problème. Donc, quant à la discussion éventuelle avec la Turquie, nous n'avons aucun problème à tendre la main à nos voisins s'ils reconnaissent effectivement non seulement notre souveraineté et qu'ils aient un comportement de voisins, c'est-à-dire qu'ils arrêtent de soutenir les terroristes, qu'ils se retirent de nos terres et dire qu'on veut discuter. Il ne s'agit pas de discuter sans agenda, sans ordre du jour très clair. Pour nous, le premier point de l'ordre du jour doit être le retrait d'abord des territoires syriens de la Turquie. La question des réfugiés aussi, qui est aujourd'hui une question très utilisée et très politisée, utilisée par tous les pays contre la Syrie, ou dire qu'il faut que les réfugiés reviennent. Bien sûr, ces réfugiés qui, au début, étaient, comment dire, étaient les bienvenus parce que pour certains pays, ils voulaient les utiliser contre la Syrie. Aujourd'hui, ils constituent un poids et qu'aujourd'hui, il y a eu à un moment donné un retour des réfugiés, presque un demi-million de réfugiés qui sont revenus, et ça s'est très vite stoppé. Pourquoi? Parce que l'infrastructure, la destruction de l'infrastructure par les terroristes a été telle qu'on ne peut revenir à son village que si effectivement ces choses sont reconstruites, c'est-à-dire l'électricité, l'eau, les hôpitaux, les écoles, etc. Or, effectivement, l'embargo aujourd'hui que subit la Syrie ne permet pas effectivement cette reconstruction avec une rapidité et on ne reconstruit pas, ne permet pas de la reconstruction puisque tous les pays sont interdits de traiter avec la Syrie, ainsi que toutes les sociétés, ainsi que toutes les compagnies. Donc, il est important de voir de ce côté-là que tous les pays qui veulent que les réfugiés syriens qui sont chez eux reviennent en Syrie, il faudrait qu'ils plaident effectivement pour la levée de l'embargo. Point, donc ça c'est très important et il a bien dit que de toute façon les gens qui sont partis de la Syrie, ils ne sont pas partis en ayant peur du pouvoir syrien, mais au contraire, mais plutôt parce qu'ils avaient peur du terrorisme, parce qu'ils avaient peur de ces destructions, et puis aussi, après, c'était aussi pour aller trouver un moyen de vie
puisque la vie est devenue impossible en Syrie sous le joug des terroristes qui continuent à détruire. Mhm. On lui a posé la question, oui, mais alors il est temps peut-être que vous discutiez avec l'opposition syrienne. Il a parlé d'opposition, oui, mais bon, pour nous, l'opposition, c'est un phénomène très sain, mais à condition que ces opposants soient sur les bases politiques les plus importantes, patriotiques, qui est la sauvegarde de la souveraineté du pays. Et donc l'opposition qui a été créée et ingénierée à l'extérieur et pour des agendas qui portent atteinte à la souveraineté de la Syrie et qui visent effectivement une recolonisation de la Syrie, pour nous, ce n'est pas une opposition, ce sont des gens avec lesquels nous ne pourrons jamais discuter. Par contre, la vraie opposition, c'est l'opposition patriotique Mhm. qui a à cœur aussi la défense du pays et la défense de ses objectifs. Mhm. La question aussi, hmm, est-ce que vous pourriez discuter avec les Américains? Pourquoi ne pas discuter avec les USA? Et là, il a répondu effectivement que les Américains, par expérience et on voit selon leur histoire, ils agissent partout, ils prennent de tous les peuples, hein, mais ils ne donnent jamais rien. Et ils ne donnent au contraire que des guerres et des agressions et puis un pillage. Donc, c'est inutile, effectivement, de se poser la question, c'est inutile de discuter avec les Américains. À la Mhm. question concernant le Pentagone, tu l'as dit, en fait, c'est comment dire, le transit euh, comment dire, des drogues à travers la Syrie. Là, il a répondu, de toute façon, la responsabilité, c'est d'avoir effectivement euh, euh, affaibli l'État syrien. Et aujourd'hui, le fait qu'il y ait des zones qui ne sont pas contrôlées par l'État syrien, effectivement, deviennent des zones de prolifération de ce type de trafic, hein. Et c'est ça qu'il faut voir. Mhm. Donc, il faut aider à construire effectivement à ce qu'il y ait des institutions syriennes fortes, hein, qui permettent justement de sauvegarder les frontières et puis d'aider, de donner la main à tous les pays voisins qui se plaignent effectivement de ce trafic de drogue, hein, pour qu'il y ait une coopération sécuritaire, en fait, entre nous, Mhm. pour pouvoir freiner ces trafics. Et D'accord. dernier point, quand Oui. même, concernant les agressions israéliennes qui sont en répétition. On avait dit, c'est en fait, hein, il a clairement dit que de toute façon, Israël est de mèche avec tous les terroristes, hein, et toute cette guerre qu'on menait contre la Syrie a été menée aussi pour Israël, parce que la Syrie a été le bastion de résistance dans la région, le bastion de soutien aux forces de la résistance palestinienne et libanaise, et donc face aux agressions israéliennes. Et donc, c'était pour ça que la Syrie voulait être visée et que aujourd'hui, à chaque fois que la lutte contre le terrorisme avance, que les Israéliens font des bombardements pour
pour justement affaiblir la Syrie et pour affaiblir cette lutte contre le terrorisme. Euh, et c'est ça, c'est donc voilà. Et puis le dernier point sur lequel il a bien discuté aussi sur la phase à venir par rapport à la Syrie. Il parle effectivement d'une volonté de continuer la lutte contre le terrorisme Mhm. et que de continuer dans les relations, à tisser les relations politiques qui ont permis aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, qui ont permis justement cette victoire, c'est les relations avec les pays qui effectivement ne cherchent pas à dominer et à piller, bon, en faisant allusion à la Russie et à l'Iran. Mhm. Ce sont nos alliés dans la victoire et nous construisons des relations avec nos voisins euh, irakiens et, euh, et donc et on espère libanais pour aller dans le sens de plus d'indépendance et de plus de construction malgré l'embargo, mais il est important quand même que cet embargo arrive à sa fin si on veut que tous les réfugiés syriens reviennent. Mhm. Alors, agression contre la Syrie, notamment israélienne. Une dernière en date, j'en parlais tout à l'heure, le 7 août dernier, qui a fait des morts et des blessés au sein de l'armée arabe syrienne. Est-ce que tu peux Alors, nous en parler? euh, là, je vais faire un petit merci pour cette question d'ailleurs, parce que les agressions israéliennes continuent. Et il y a une montée quand même de l'ensemble des agressions et une montée de en fait, oui, effectivement, de l'agression israélienne, aussi bien contre les Palestiniens, aussi bien contre le Liban, contre la Syrie. Ceci, je voudrais quand même faire un panorama, comment dire, une caractérisation de l'ensemble du paysage, en fait, je dirais. On voit que l'État d'occupation, l'entité de fantoche d'Israël, est en grande difficulté Mhm. à l'intérieur. Je voudrais rappeler quand même qu'on est dans la 31e semaine de grève et de violentes grèves qui réunissent et des manifestations qui d'ailleurs deviennent de plus en plus violentes, qui réunissent des centaines de milliers de personnes, plus de 140 000 personnes contre les institutions israéliennes, hein. Et ça, ce sont comment dire, les Israéliens, les occupants israéliens et les colons qui s'élèvent contre la réforme, cette loi de réforme judiciaire qui vise effectivement, encore une fois, à ne pas incriminer les crimes des Netanyahou et ses membres de l'État. Je rappelle quand même qu'ils sont tous poursuivis pour des histoires de corruption, etc. Ils sont des gros dossiers. Et n'empêche, ils se retrouvent quand même à la tête de l'État. Et que depuis ce moment-là, il y a des grosses manifestations. Dernièrement, il y a eu des manifestations et des objections, en fait, donc qui touchent aussi l'armée. Cette fois-ci, il y a les responsables des officiers de la marine qui Mhm. refusent de rejoindre leur armée, des officiers euh, en fait, des services aériens, en fait, aussi de l'armée de l'air, en fait, qui refusent aussi de se joindre à l'armée. L'armée de terre aussi. Donc, beaucoup aussi, il y a une grande division au sein du Shabak.
et du Mossad. Donc, c'est quand même un grand schisme et de gros problèmes au sein de l'État fantoche israélien qui fait que de plus en plus la presse israélienne dit qu'ils ne verront pas leur 80e anniversaire dans cet État et que Netanyahou est en train de créer la fin de l'État d'Israël. Donc, en fait, face à ces difficultés, il y a une fuite en avant de l'État d'Israël, en fait, hein, de l'État fantoche, hein, donc attaque systématique aux Palestiniens contre une violation systématique contre les villes et les camps et les lieux d'habitation, que ce soit dans les villes occupées depuis 1948, que ce soit dans les villes de la Cisjordanie, que ce soit dans les villes qui sont sous autorité de l'autorité palestinienne, comme Naplouse, Tulkarm et Ramallah. En fait, tout ça, il y a une violation systématique par l'armée israélienne des domiciles des gens, de leur quartier, etc., des arrestations systématiques, une violation systématique des droits de tous les citoyens, des tirs aussi systématiques à bout portant. Tous les jours, il y a des morts, des tués, et tout ceci ne fait que attiser et augmenter la détermination du peuple palestinien à libérer son territoire et à jeter effectivement l'occupant israélien à l'extérieur. Ça, c'est donc un premier point. Deuxième point, donc, les Israéliens se déploient aussi vers le nord, donc vers le Liban. Ils ont attaqué et ils ont réoccupé la ville de Rajab, qui était une ville libérée, et ils ont mis un barbelé tout autour de cette ville. Et alors que, il y a eu aussi, là, cette semaine, des bateaux israéliens qui ont franchi les eaux territoriales libanaises, hein, donc en toute provocation. Il y a eu, donc, bien sûr, il y a aussi on voit à l'intérieur de l'État libanais, ils ont une cinquième colonne qui attise aussi les contradictions contre la résistance. On a vu les États-Unis aussi dépêcher leur cinquième flotte en Méditerranée, mais aussi augmenter le nombre de ces soldats qui sont dans la cinquième flotte. Il y a aussi un renforcement de la présence américaine en Syrie, 3500 soldats qui ont rejoint les bases d'Al-Tanf et de la base qui est autour du puits Omar al-Omar et Koniko. Il y a une multiplication des agressions de la population, en fait, contre la population syrienne. Du côté turc, il y a aussi à nouveau un soutien qui se fait aussi aux troupes, aux groupes terroristes de Tahrir al-Sham et autres. Les Turcs continuent, maintenant reprennent à payer effectivement les salaires, alors que effectivement elle avait cessé à un moment donné, au moment où Erdogan était avant les élections et pensait ne pas gagner. Donc là, il est revenu du côté des terroristes, attiser aussi leur présence, les utiliser. Donc tout ceci, on voit en même temps une montée des agressions de toutes parts Alors contre la justement, Syrie. tu me parlais d'un attentat terroriste également qui cette nuit encore
23, qui a fait 23 martyrs, 23 morts du côté de l'armée Alors arabe oui, il y syrienne, a eu, un bus qui aurait ouais, explosé. la dernière fois, au dernier Citrep, on avait parlé des explosions qui avaient eu lieu pas loin de Damas, en fait à Damas ou dans la banlieue de Damas, à Zeynab, des deux attentats terroristes en 48 heures. Il y a eu un attentat terroriste hier contre une équipe comment dire, de la télévision Sama, qui est une télévision privée. C'était des caméramans et une équipe de l'information, en fait, hein, et qui sont partis, qui étaient en train de faire des reportages sur les frontières syro-jordaniennes. Donc, il y a eu Ils ont été tués du côté de Dera, c'est ça? voilà, du côté de Dera. Il y a eu des attentats aussi, un attentat contre un bus de l'armée syrienne, de l'armée arabe syrienne, aussi dans le nord-est de la Syrie, sur les frontières de Raqqa. Il y a quelques jours, il y a eu aussi un attentat contre un checkpoint de l'armée syrienne, aussi du côté de Deir Zor. Donc ces attaques sont aussi des attaques terroristes, hein. En même temps, la résistance populaire augmente, hein. Et il y a eu aussi une attaque contre la base américaine Conico Mhm. et contre la base El-Shadadi. Les déclarations en fait de l'ensemble je dirais, de toute façon, tout le monde dit, aussi bien les Syriens que les Irakiens que les Iraniens, de toute façon, il n'y aura pas de paix tant que les Américains sont là et ils n'auront pas la paix non plus. Donc, il faudrait que toutes les troupes américaines quittent le territoire, quittent cette région qui est de l'ouest de l'Asie et laissent à ces peuples le soin de s'occuper de leur peuple et de s'occuper de leur propre sécurité et de qu'ils arrêtent de donner des renforts et des armes aux terroristes. Mhm. Alors, Alors, on peut penser qu'il y a eu un accord aussi entre, rappelons quand même que la contradiction entre la Turquie et les États-Unis avait atteint un apogée important juste un peu comment dire, avant les élections turques, hein, mhm. et que la Turquie, après avoir dansé un peu sur toutes les cordes, revient un petit peu au giron américain et on peut penser qu'il y a eu un accord entre la Turquie et les Américains, puisque les Américains ont formé un nouveau groupe qui s'appelle, pour faire parallèle à Assad, dont les Turcs ont peur ou n'apprécient pas, mais un groupe qui s'appelle l'armée syrienne, la nouvelle armée syrienne ou un truc comme ça, et avec des gens qui ne sont pas des Kurdes, donc ça a peut-être rassuré les Turcs, hein, puisque comment dire, l'alliance entre les États-Unis et Assad, en fait, qui était le FDS, hein, et que la Turquie n'apprécie pas parce qu'elle les taxe d'être de Kurdes terroristes, séparatistes, etc., bon, a permis de limiter un peu ces contradictions avec la Turquie. Donc voilà, tout ceci pour dire effectivement la situation est en train de bouillir et tous les jours il y a du changement. Il y a eu des Euh, rencontres également entre des responsables syriens et algériens, ainsi que irakiens récemment. oui, alors de toute façon, ce qu'il faut voir, c'est que effectivement les relations
En, comment dire, les relations avec les pays arabes, elles sont de plus en plus importantes en fait. Même si avec la Ligue arabe, c'est pas du tout ça, du fait de la nature de la Ligue en fait, et que aujourd'hui, euh, avec les autres pays, par exemple le pays avec l'Algérie, la relation est constante en fait, elle n'a jamais cessé, une relation de soutien, d'amitié, de coopération, qui se renforce, et puis effectivement de la même manière avec l'Iran, de la Alors, même manière avec l'Irak et on peut avec noter quand l'Oman. même la visite du ministre des Finances du Bahreïn le 7 août dernier. Donc ça, c'est quelque chose de quand même plutôt nouveau. Exactement, exactement. Alors, la relation avec Bahreïn est plutôt nouvelle dans ce sens et on pense que effectivement l'ouverture de l'ambassade va suivre. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Il est important de voir aussi que cette volonté d'attiser aussi de réanimer les terrorismes dans la région s'accompagne, se conjugue aussi d'une grande campagne contre la résistance, hein, Mhm. et contre la résistance aussi bien au Liban que en Palestine. Là, il y a une campagne de très grande, comment dire, une campagne qui dénigre la résistance libanaise, qui dénigre le Hezbollah, qui dénigre la résistance palestinienne aussi. Il s'est passé plusieurs incidents qui permettent de le croire et de le penser. D'abord, au lendemain d'une déclaration. En fait, il y a eu effectivement un responsable du Fatah qui a été tué à Ain el-Helwe, On en avait parlé au Ain précédent CITREP. el-Helwe au Liban. Ouais. Ain el-Helwe du côté de Saïda au Mhm. Liban, qui a fait qu'il y a eu en fait, il a été tué par des forces qu'on pense Daesh, en fait, à l'intérieur du camp. Ça a dégénéré en force, en tuerie entre les différentes forces de la résistance. Et en fait, ça a été très vite, ça a été très violent et très fort, avec aussi des appels contre la résistance, etc., pour l'éjecter en dehors du Liban, et pour l'éjecter, et même. Il y a eu beaucoup de réfugiés qui sont partis aussi du camp, puisque leurs maisons ont été détruites, etc., par des combats entre eux. La chose a été très vite contenue par les différentes directions par les différentes euh, factions palestiniennes, d'une Mhm. part, Mhm. et puis par un appel de Nasrallah aussi, un appel au calme et puis à la raison. D'accord. Euh, Alors, Ça, c'était un événement mais il y a eu qui a été... un accident dont tu m'as parlé en préparant cette interview, un accident entre Beyrouth et la Syrie, un accident qui impliquait Ouais, un camion gardé par deux motards, visiblement du Hezbollah, et il y a eu un échange de tirs qui s'en est tout à suivi. fait. Alors, est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? J'allais y venir, en fait, et parce Je te que demande un petit peu ces choses-là, il d'accélérer faut parce qu'on les a lier. beaucoup de Il points à faut les voir. lier Pardon. et il faut voir, en fait, le fait que il y a des choses qui se passent les unes après les autres, hein, Tout à fait. et tout ça, c'est dans une même politique qui vise à attiser des contradictions, pas seulement à attiser des contradictions, mais qui vise à créer la haine contre la résistance. Moi, je voudrais rappeler quand même qu'il y a eu même des forces qui ont reconnu qu'il y a eu des milliards qui ont été dépensés pour discréditer Nasrallah, discréditer Hezbollah et discréditer la résistance, la couper de sa
en fait de son soutien au niveau des masses, parce que les différents peuples, en fait, toutes les différentes villes et le peuple soutient cette résistance quand Mhm. même, malgré les divisions incessante et la volonté incessante de créer diversion de tous les médias qui sont assujettis à l'Occident et qui sont assujettis contre la résistance, si je peux Alors tu dire. parlais d'une campagne Donc, en ce moment, une campagne médiatique de mensonges et même des rumeurs qui tout à tentaient fait, d'un côté de diaboliser, discriminer le Hezbollah et de l'autre côté également de créer carrément les conditions d'une guerre civile entre tout à pourquoi fait. pas les chrétiens et d'autres Tout à factions. fait. Alors, Euh, dans la série des événements, donc il y a eu cet événement de Ain el-Helwe qui a été provoqué. Suite à cela, il y a eu, mais ça s'est calmé, et il y a eu aussi, on ne sait pourquoi, et maintenant on le voit, un appel de l'Arabie Saoudite et de tous les pays, des pays du Golfe, invitant leurs ressortissants à quitter le Liban alors que la situation était très calme. Et puis aujourd'hui, hier, en fait, suite au fait à un accident de la route, hein, tout simplement, d'un camion qui s'est couché sur la voie. Bon, accident, moi je mettrais entre guillemets, je me demande si c'était pas provoqué aussi cet accident. Mais bon, c'est un coin où il y a pas mal d'accidents, en fait, sur cette route qui est à côté de Beyrouth, en fait, sur un grand tournant, en fait, de Kahale. Et aussitôt que ce camion a eu son accident, il y a eu des voyous qui l'ont attaqué, enfin, des gens qui l'ont attaqué à coups de feu. Alors, avec des coups de feu, ce qui fait que le motard qui accompagnait le convoi est décédé. Et il s'avère que ce camion était un camion qui appartenait à Hezbollah. Et tout de suite, il y a eu mais immédiatement, une campagne médiatique disant qu'il y a eu des combats entre Hezbollah et les habitants d'un village chrétien qui était sur la route, etc. Alors que finalement, c'était rien du tout, c'était un simple accident de la route mais qui a été agressé à coups de pierre d'abord et puis à coups de feu après. L'armée libanaise est venue effectivement, l'armée et la sécurité libanaise sont venus faire le constat. Le camion a été confisqué et bon, bah, hier, alors, à nouveau, l'armée annonce que, de toute façon, là, elle a tout ça en sa possession et puis qu'elle remette à l'État. mhm. Euh, Alors face à tout donc, cela, donc les réactions notamment de Nasrallah, c'est quoi? C'est un appel à l'unité? oui, en fait, déjà, hier, c'était les obsèques du militant du Hezbollah qui a été tué et qui faisait qui accompagnait effectivement le convoi. Dans ses obsèques, et son cousin a fait état de la vie de ce militant, de ce jeune militant qui a été tué et qui a montré que c'était quelqu'un qui a participé à la libération de l'église de Maloula et à la libération des bonnes sœurs qui étaient détenues par Daesh et que à plusieurs reprises, il a aussi participé à la libération de l'église de Homs et donc que c'était qu'il n'a rien contre non seulement qu'il n'a rien, qu'il ne fait aucune différence entre les chrétiens et les musulmans dans son action et que la résistance, elle est pour la défense du pays et la défense de tous les Libanais
et qu'elle n'est pas pour une fraction contre une autre et qu'elle n'est absolument pas pour une prise du pouvoir au Liban. Mhm. Donc, ça n'empêche d'ailleurs que les chiens continuent à aboyer, je peux dire, et que ce sont aussi les Israéliens ou les gens qui sont la cinquième colonne des Israéliens qui sont responsables de tout ça. Et que, fort heureusement, je pense c'était voulu que ça explose en guerre civile au Liban et que la situation a encore une fois été contenue. Ça rappelle les événements de 1975 où c'était aussi contre la résistance, cette campagne de dénigration et de violence contre la résistance palestinienne à l'époque, hein, qui a dégénéré en guerre civile au Liban. Mhm. Alors, pour l'analyse, on peut dire que effectivement, Israël est très intéressé par la création d'une guerre civile au Liban aujourd'hui. Et les Américains font la même chose aussi pour sauver Israël, parce que ça serait peut-être la seule échappatoire pour Netanyahou, qui d'ailleurs aujourd'hui n'a pas, comment dire, il n'a pas été sans reste, hein. Il n'a pas été en reste et il est allé s'afficher dans le Golan avec sa femme comme étant je ne sais trop quoi. Donc ça a aussi relevé quand même, ça a fait qu'il y a eu des réactions très, très importantes par les habitants du Golan qui rejettent cette présence et qui la condamnent, et par des rassemblements où ils ont levé le drapeau syrien, ils ont hissé le drapeau syrien avec comment dire, avec des slogans. Le Golan est syrien, il restera toujours syrien jusqu'à l'éternité. C'est comme Mhm. ça, et c'est pas que ça plaise, que ça ne plaise pas. Et donc, Netanyahou dehors, etc. Donc, Mhm. ça, c'est aussi une action de provocation. Et ce qui montre que tous ces événements sont bien liés, effectivement, pour le soutien d'Israël et pour sortir Israël du problème. Mais en réalité, tout ceci aussi montre que la détermination du peuple syrien et des peuples de la région, hein, elle est de plus en plus importante pour la libération et que ça ne faiblira pas parce qu'il y a des attaques terroristes, etc. Mhm. Et, Alors à Tartous, il y a eu, si je ne me trompe pas, la visite de la femme du président syrien, donc aux ouvrières qui travaillent dans le textile. alors, ça, c'est aussi, je voudrais quand même ajouter un point Mhm. important puisque je parlais de la résistance populaire, hein, qu'il y a eu aussi des attaques contre la base américaine de Shedadi Mhm. et la base américaine qui est dans le nord-est de la Syrie. Donc, il y a eu aussi des attaques qui ne faiblissent pas malgré les violences de Daesh contre l'armée arabe syrienne. Et ça montre quand même que de toute façon, la détermination du peuple syrien, elle est là. Mhm. D'abord pour garder la possibilité, la communication entre la Syrie et l'Irak, frontières qui ont été libérées, nettoyées de Daesh, etc., dans laquelle les Américains essayent de réactiver Daesh pour Mhm. justement créer cette séparation entre la Syrie et l'Irak. Et donc ça, il y a cette détermination et la détermination de libérer la Syrie à la fois de la présence américaine, mais aussi de la présence turque. Mhm. Voilà. Et sur le plan intérieur, effectivement, alors moi je voudrais noter quand même que le président Assad est allé aussi dans les zones d'incendie, en fait, hein.
qu'il a parlé, qu'il a regroupé autour de lui, qu'il y avait tout, en fait à son accueil l'ensemble du corps de pompiers et puis de l'armée syrienne et puis de toutes les forces populaires qui participent à l'extinction des incendies. Il faut savoir aussi que les incendies dans les forêts du nord-ouest de la Syrie continuent depuis quelques mois, je peux dire, même Mhm. depuis un mois et quelques, à cause, alors bizarrement, c'est juste au nord au nord et au nord-ouest de la Syrie, là où il y a une présence terroriste. Donc c'est les terroristes qui sont ils sont en train d'attiser ces incendies. Donc le président Assad est allé dans cette région pour féliciter aussi les équipes de pompiers et de tous ceux qui participent aux extinctions des feux, les féliciter de leurs actes héroïques, hein, et pour leur dire que de toute façon, nous faisons tout pour les soutenir, et que il y a quand même, il faut qu'on fasse aussi un effort pour replanter et pour refaire les choses, mais surtout qu'il a beaucoup remercié l'effort et l'héroïsme de ces pompiers qui se jettent, enfin de tous ces agents de l'État en fait, et des particuliers qui se jettent même dans le feu pour sauver le pays et pour sauver les forêts. En première Alors, ligne face au feu, en première ligne également face au tremblement de terre qui touche encore le pays. Parce que la terre, encore, exactement. la terre a encore tremblé dans l'Altaï. Est-ce que tu Elle peux... continue à trembler effectivement à des échelles moins impressionnantes, je dirais, que ce que ça n'a été, mais la Terre continue à trembler Et l'aide aussi. humanitaire est toujours, comment dire, instrumentalisée par l'ONU à des fins politiques, L'aide malheureusement. l'aide humanitaire est toujours euh, instrumentalisée politiquement, je dirais, contre la Syrie, mais la Syrie a accepté pour que le bien même de la population qui est sous contrôle des terroristes a accepté et a approuvé le fait que les aides passent par Bab el Hawa et les passages via la Turquie, euh, espérant toujours que les forces, comment dire, les organisations humanitaires dépendantes de l'ONU reviennent aussi à la légalité de l'ONU et à traiter avec l'État légitime syrien, alors qu'elle refuse de le faire. Mhm. Donc, ce qui est complètement contraire à la charte de l'ONU dans le respect de la souveraineté des pays. Je rappelle quand même que la Syrie est un pays qui est fondateur de l'ONU aussi et un membre de l'ONU jusqu'à toujours, depuis toujours, et que ce parti pris de l'ONU contre la Syrie ne représente un alignement sur les positions américaines dans la région. Mhm. Voilà. Alors, tu as parlé tout à l'heure de la présence américaine en Méditerranée. Et en préparant cet entretien, tu avais parlé également de la présence américaine dans le détroit d'Ormuz et Oui. notamment de l'arrestation de l'arraisonnement de navires iraniens qui s'en étaient suivis, des cargos pétroliers, je crois. Alors, est-ce que tu peux nous parler des réactions iraniennes et yéménites, si j'ai bien compris? Alors, excuse-moi, je voudrais revenir quand même à la visite d'Assad, hein, Oui, parce bien sûr. qu'on a parlé de la visite du président aux Ah oui, pompiers, oui, tout à mais fait. on n'a pas parlé de la visite de Madame Assad qui a Non, été tout à fait. aussi C'est juste qu'il à ne nous des reste que usines, il ne nous reste que 5 minutes, donc c'était pour essayer voilà, de. à des usines, à une usine Mhm, à Tortoue, c'est une usine de fabrication de vêtements mhm, où elle a donc rendu visite à tous les ouvriers de cette usine
et elle a tenu un discours d'encouragement et puis de félicitations pour la qualité du travail, pour l'engagement de ces personnes, etc. Et en fait, l'engagement dans la construction et dans la qualité, ça c'est comme quoi c'est un acte citoyen important et patriotique important dans cette phase de construction. Et elle a appelé tout le monde à faire de la sorte en fait pour faire du travail de qualité et d'engagement. Mhm. Et donc, je reviens à répondre à ta question sur le détroit d'Ormuz. Merci. Effectivement, les Américains et dans le Golfe, hein, les Américains ont effectivement renforcé leur présence et ils ont comment dire, leur flotte hein, Mhm. qui va là-bas, qui ose raisonner des bateaux iraniens, ce à quoi les Iraniens ont répondu en disant que de toute façon, il est hors de question que la sécurité dans la région, c'est l'affaire de tous les pays qui sont dans la région, mais pas du tout des pays extérieurs, et ça ne fait que augmenter l'instabilité et les problèmes et si on veut que tout se passe bien, il faudra que les Américains se retirent, d'une part, que d'autre part, qu'ils arrêtent d'agresser les uns et les autres, et pas seulement, et que de toute façon, l'Iran est totalement prêt à riposter avec les moyens qu'il faut pour pousser les Américains à l'extérieur et que d'un autre côté, effectivement, les Yéménites ont fait effectivement le même aussi une déclaration qui est contre cette présence dans Bab el-Mandeb et que ces mers et ces eaux sont des eaux territoriales locales Mhm. et donc des forces étrangères n'ont pas à y être. Mhm. Alors Voilà. ça fait écho à certains événements qui sont passés en mer Noire, avec impliquant des drones et des missiles ukrainiens contre des navires russes. Alors tu me signalais en préparant cet entretien que la Pologne avait déployé des troupes aux frontières de l'Ukraine et que ça avait créé des réactions. Frontière de l'Ouest, oui, de l'Ouest de l'Ukraine. Alors, pour ce qui est justement euh, je dirais, de cette guerre hein, entre l'OTAN, les pays de l'OTAN et la Russie, il est clair qu'il y a une campagne médiatique encore aussi qui fait croire que la Russie est en train de perdre, qui fait croire que la Russie est en train d'être cassée économiquement, etc. Et que tout ce qu'on veut, c'est aussi l'objectif, c'est de casser la Russie et puis la défaire. Il est clair que, en fait, je dirais que les bûches de cette guerre, ce sont les États européens et que aujourd'hui, en fait, la Pologne rentre de plus en plus dans cette guerre. Elle déploie des forces contre. Même il y a un grand différent entre l'Ukraine et la Pologne à tel point que la Pologne, elle met aussi, elle étale ses troupes le long des frontières ukrainiennes, hein, ouest, hein, et que en même temps, elle déploie aussi des forces aux frontières de la Biélorussie. Et ça, ça va en fait de plus en plus attiser des contradictions et des violences. Il y a eu des attaques aussi contre Moscou, en fait, des bâtiments à Moscou avec des drones qui attaquent. Tout ceci montre quand même qu'il y a une volonté d'aller vers une guerre mondiale, une troisième guerre mondiale, très violente, hein,
et que ce sont les Américains et les pays de l'OTAN qui en font effectivement, qui vont dans ce sens, alors que la Russie dit qu'elle est toujours prête à négocier aussi et à discuter et qu'il suffit que l'Ukraine arrête ses hostilités. Alors Donc, justement, il y a eu également 2 morts en Russie. Donc c'est encore des tirs, enfin des missiles cette fois-ci ukrainiens, si j'ai bien compris. Et tout effectivement, à fait. l'Occident favorise l'exportation du conflit ukrainien sur le sol russe en fournissant des armes de plus longue portée, de plus en plus longue portée. Donc effectivement, on peut se demander s'il n'y a pas une volonté, effectivement, comme tu le soulignes, d'exporter et d'internationaliser internationaliser le conflit en Ukraine et que ça touche les pays voisins, Biélorussie, Russie, Pologne, etc. Tout à fait, ajouter à des armes nucléaires cachées, quoi, des bombes à fragmentation, des petites armes nucléaires, etc. Et puis, et donc, ils cherchent effectivement le conflit, un élargissement du conflit. Alors, souhaitons que, comme la plupart de leurs plans depuis le conflit en Syrie, c'est vrai que les plans occidentaux ont souvent échoué. Hein, contrairement à avant où ils arrivaient à provoquer le chaos de manière très durable, on voit ce qui s'est passé en Libye et ce qui a failli se passer en Irak. On voit en Syrie qu'ils ont échoué et souhaitons que ces plans, maintenant en Ukraine et peut-être demain en Iran et à Taïwan, souhaitons qu'ils échouent également. Aïssar Midani, merci beaucoup pour toutes les informations que tu nous as livrées pendant cette heure passée ensemble. Merci pour tes Merci. analyses éclairantes et je te donne rendez-vous dans 10 jours. Merci à toi, Raphaël, et au revoir. Merci aussi à tous les internautes. N'oubliez pas de vous abonner parce que c'est vrai qu'on ne peut plus tellement diffuser. C'est interdit, ça prend un temps fou et parce qu'il faut diffuser à une personne à la fois, en fait. Donc, merci de vous abonner à notre chaîne et puis comme ça, vous aurez toutes les infos. Au revoir. Au revoir.